Et là, on a besoin non pas seulement d'avoir un champ au niveau du village agricole, mais on a besoin d'avoir toutes les activités économiques qui permettent de drainer les autres villages voisins, environnants, de pouvoir se ressourcer, non seulement en termes de formation à l'intérieur du village agricole qu'on appelle village phare, mais également se ressourcer au niveau des intrants. Ils viennent acheter les machettes, ils viennent acheter, on leur distribue les semences, il y a des agronomes qui travaillent avec tous ces villages, etc. Et donc on a des effets d'entraînement et le village agricole devient donc un village d'amplification. Il me semble qu'on n'y est pas encore. Il y a beaucoup de défis, ils sont limités par rapport aux moyens. Il y a déjà un début. Bon, il y a un début du commencement, il faut savoir encourager. Et moi je parie qu'un homme comme Coco, qui est ministre de l'Agriculture, je ne vais vraiment pas trop parler des gens, s'il a le moyen de sa politique, il est capable de booster, parce que je lis le travail qu'il a élaboré en termes de programme sectoriel par rapport à ces questions, je vous dis, ok, on peut mieux faire les choses. On peut mieux faire les choses. Mais bon, il ne faudrait pas aussi que les choses se fassent de manière folklorique, donner l'impression qu'on est en train de travailler, et pourtant on n'est pas encore véritablement en train de faire véritablement les choses. Bon, au Katanga, je sais qu'à un moment donné, le gouverneur avait donné des jeeps aux administrateurs. Il faut différencier. Les administrateurs ne sont pas des animateurs des entités décentralisées. Les animateurs sont des responsables déconcentrés. Ils représentent le gouvernement central en passant par le gouvernement provincial. Juste pour faire l'inspection, accompagner les entités décentralisées, etc. J'aurais voulu qu'on fasse une évaluation de ce qui représente la prestation, la qualité de prestation de tous ces administrateurs aujourd'hui. Encore qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de budget. Au Katanga, au moins, bon, le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut faire, mais avec les moyens de bord. Et tout cela n'a pas encore généré véritablement de résultats. On est au début du commencement. Il ne faut pas clamer de résultats au moment où l'approche n'a pas encore donné de conclusions concluantes. On est encore au début. Avoir un véhicule dont on ne peut pas avoir du carburant, ça pose problème. J'ai été dans beaucoup de provinces, même dans beaucoup de secteurs, dans le territoire, etc. Il faut beaucoup d'exercices. Il y a même des endroits où les chefs de chefferie ou chefs de secteur se battent avec les administrateurs, etc. Simplement profitant de ce qui peut donner comme revenu au niveau du marché. Et au-delà des acteurs étatiques, mais aussi la société civile. Quel est le rôle de la société civile aujourd'hui dans le contrôle de ces différentes entités qui fonctionnent? Les journalistes. Quand est-ce qu'un journaliste peut vous dire qu'à Kimbaseke, il y a tel budget, que ce budget a répondu à telle attente, etc., et que voilà, tel montant n'a pas été expliqué? Ça aussi, c'est un problème. Et donc, la gestion de la décentralisation du développement rural doit être une gestion de répartition de rôles, de participation justement à la mise en commun des moyens d'action, mais la participation également au niveau du contrôle de l'action citoyenne, au niveau du contrôle de l'action publique. Ça, c'est important. Et jusqu'aujourd'hui, il y a une sorte de dysfonctionnement. Et tout cela exige naturellement qu'on ait des personnes de grandes vocations, de grandes capacités. Et qui, véritablement, savent scanner le problème et savent donner des pistes de solutions correspondantes. Aujourd'hui, c'est encore un défi. Et je pense que lorsque le gouvernement central, le gouvernement provincial, les gouvernements provinciaux auront compris que notre pays a des défis, et que ce n'est pas le fait, par exemple, qu'il y ait des infrastructures de route dans la ville, etc., ou dans certains endroits, qu'on a réussi le coup. Non! Nous avons 145 000 km de kilomètres. Nous avons 14 000 km de voies fluviales. Nous avons 7 000 de voies ferrées. Nous avons 3 500 ponts. Nous avons 1 500 bacs. Tout cela, ce sont des défis. Encore que bon, on peut avoir des bacs, mais s'il n'y a pas d'opérateur économique. Donc on ne traite pas, n'est-ce pas, la pauvreté comme on traitait la malaria en donnant des aspirines ou je ne sais pas. C'est très important, il faut des politiques, il faut des réformes. Mais il faut que ces réformes soient rendues opérationnelles en vitesse optimale. Et là, tout ça, c'est encore des défis. Oui, M. Ambamba, la mise en œuvre même de cette réforme, selon vous, parce que selon la Constitution, cette réforme devrait être mise en place 36 mois juste après l'installation du Sénat. Le Sénat donc de l'ancienne magistrature. Cela n'est pas encore effectif. Le gouvernement a évoqué des problèmes d'ordre financier et même d'ordre juridique parce qu'il y a d'autres lois qui n'étaient pas encore votées au Parlement. Est-ce qu'en dehors de cela, de ce que le gouvernement a avancé comme raison, dans le contexte actuel, où nous constatons par exemple qu'il y a l'insécurité à l'Est, il y a des problèmes aussi
certains milices dans le Katanga et consorts. Est-ce que vous croyez que dans ce contexte, si on accélérait vraiment cette réforme de décentralisation, cela ne pouvait pas alors alimenter les ambitions sécessionnistes de certaines populations? Est-ce que cette crainte-là ne se justifie pas? Mais écoutez, la décentralisation, c'est la réponse à toutes ces velléités. Pourquoi les ambitions, les velléités sécessionnistes? Simplement parce qu'on est conscient des richesses dont on dispose dans sa province. On est conscient des revenus qui sont générés. Mais on est conscient que ces revenus ne servent pas à répondre aux préoccupations des uns des autres. Et la solution, c'est de faciliter, de dire, écoutez, mais soyez indépendants. Et à ma connaissance, il n'y a pas encore de indépendantistes. Oui, bien sûr, mais il y en a qui vont peut-être en profiter pour se rendre totalement indépendants. Attention. Et ne pas encore reconnaître qu'il y a un gouvernement central auquel il faut obéir. Non. N'allez pas dans cette logique à la zaïroise, où on donne des raisons comme ça non raisonnantes pour arrêter un processus simplement parce qu'on veut tirer au maximum ses propres avantages. Vous êtes au Katanga, vous êtes à Kolwezi, les routes qui ont été construites par les Belges à l'époque, ces routes sont complètement dégradées, délabrées, mais ils savent qu'il y a des sociétés, il y a des Coréens là-bas, il y a des Chinois, il y a la Gécamine elle-même. Mais bon, on ne voit pas des routes. Il faut se poser la question, mais tout cet argent, ça va où? Mais les gens peuvent exprimer leur vérité, leur vérité. Pour les Congolais, du Nord, de l'Ouest, de l'Est comme du Sud, tout le monde voudrait aujourd'hui qu'on soit ensemble. Plus personne ne cherche la balkanisation ou, j'allais dire, la sécession. Mais le grand problème, c'est qu'il faut organiser l'espace géographique du Congo de telle sorte que les gens soient responsabilisés de la gestion immédiate de leurs entités, qu'on transfère véritablement les compétences, qu'on transfère véritablement les ressources, qu'on transfère les charges, et que cela puisse justement prendre une vitesse optimale. Il est anormal que la décentralisation dans notre pays, déjà des années 50, avec les villes indigènes, les communes indigènes dans notre pays, etc., des années 57, on a fait des réformes Zimbabwe dans les années 90, tout ça c'est resté idéologique. Il faut qu'on entre dans l'origine de la pratique politique. Et ça continue toujours à faire entendre. Les gens n'ont pas les retourner. Aujourd'hui, la Constitution, c'est depuis quand? C'est depuis 2006. Montre-moi quelle est la province qui a véritablement bénéficié de toutes ces réformes-là. Ça aussi, ça pose problème. Non seulement en termes de réticence du gouvernement central de transférer les compétences, parce qu'il y a des compétences exclusives et des compétences inclusives. On a besoin que ces compétences exclusives soient exercées par les entités territoriales décentralisées. Ça crée un avenir. Encore que qui sont des gens qui doivent gérer ces entités? Des personnes nommées à partir du gouvernement central, qui n'ont de compte à rendre qu'au gouvernement central. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2006, on a fait les élections présidentielles, les élections législatives. Jamais. C'est une dimension importante. Oui. Il n'y a pas d'élection urbaine, il n'y a pas d'élection municipale. Les provinciaux sont déjà élus au niveau de... Bien entendu. Maintenant, bien entendu, mais pour un mandat de combien de temps? C'est 5 ans. Aujourd'hui, c'est même le même gouvernement continue. Et c'est essentiellement des personnes d'un parti monocolore, etc. Et ça, c'est un problème. Quand est-ce que les gens de Kimbanseke, quand est-ce que les gens, je ne sais pas, de Kimvoua, de Louosi, de Manono, les gens de, je ne sais pas, de Rumela, d'Ikola vont s'intéresser à la gestion de leur entité? Je vous dis que le bourgmestre, je vous dis que le chef de secteur, c'est un président de la République. Quand est-ce que, encore que le chef de secteur lui-même, il est maigrichon, il n'a même pas un vélo. Puis encore, il n'a même pas de chaise pour recevoir. Je vis à du Coro, je m'excuse beaucoup. Peut-être que les choses ont évolué. L'administrateur du territoire. À l'époque, le territoire était une entité décentralisée. Mais il n'avait pas des chaises. Et pourtant, il y avait au moins plus de 8 sociétés forestières qui étaient opérationnelles dans son territoire. Tout l'argent, c'est la province, c'est Kinshasa. Et pourtant, il est très clairement dit dans les cours de forestiers qu'il y aurait, n'est-ce pas, une rétrocession, 15% de lieux de provenance, n'est-ce pas, de bois. Mais il n'a pas de chance pour recevoir les gens. Donc ça ne retournait pas. Ça ne retournait pas. Vous voyez ce que cela représente? Donc, sincèrement, et aujourd'hui, c'est un grand défi pour les Africains.
Regardez mon pays, comment nous sommes infantilisés. Nous sommes clochards. Est-ce que, M. Mbamba, vous avez un exemple d'une décentralisation dans un pays d'Afrique ou du monde qui a réussi? Parce qu'on ne peut pas évoluer sans... Non, c'est une élite de tous les jours. C'est une élite de tous les jours. Au Bénin, on est en train de se battre. Au Bénin, on est en train de se battre. Au Sénégal, on est en train de se battre. Le Mali aussi était un peu en avance, mais aujourd'hui, tous les résultats sont complètement foutus à la merde. Mais bon, quand vous voyez par exemple des pays, la France... Parce qu'il y a certains pays quand même qui ne sont pas forcément décentralisés, mais qui sont tentés de se développer. Je ne sais pas si un pays comme la Chine, par exemple, a une décentralisation telle qu'elle est définie dans notre constitution. Attention. Mais quand même, les choses sont tentées de marcher. Attention. La Chine est organisée, il y a des entités de base. Il y a des entités de base. Ces entités de base définissent les problèmes. Ces entités de base proposent des solutions. Ces entités de base mettent en place leurs programmes. Ces entités de base rendent opérationnels les programmes. C'est très important. Et le gouvernement de la République, effectivement, dans une approche directionnelle, donne des moyens. Dans une approche centralisée. Directionnelle. Oui. Donne des moyens. Et il y a des résultats. Tout cela, parce que, écoutez, on ne peut pas dire que c'est la décentralisation, c'est le système au moins le moins mauvais. Et cela ne veut pas dire que la centralisation ne peut pas donner de résultats. On a vu beaucoup de pays à travers le monde dans un système décentralisé. La Russie, par exemple, à une certaine époque, etc. Voilà, donc, mais au moins que ce soit la volonté, la détermination, l'engagement des autorités de dire notre pays doit changer, notre pays doit se développer. Qu'est-ce que nous faisons? Faut-il envoyer quelqu'un qui n'a aucune expérience pour aller gérer une entité de 600 000 habitants? Mais c'est un danger public. Vous voulez planifier la mort. Faut-il envoyer quelqu'un pour gérer une entité de 8 millions, 10 millions de personnes? Quelqu'un qui n'a aucun moment de concentration? Quelqu'un qui ne connaît que entretenir les maîtresses à travers la ville ou à travers je ne sais pas quelle entité, etc. Quelqu'un qui ne connaît que le mensonge dans sa bouche, qui n'a pas le temps pour recentrer le débat, qui n'a pas le temps pour planifier les choses, qui n'a pas le temps pour bouger les différentes composantes, qui n'a pas le temps pour impliquer les autres, mais qui n'a eu le temps que pour demander est-ce qu'il y a eu entrée d'argent dans tel lieu, etc. Une étude très récente a démontré que même dans beaucoup de communes, même d'arrivée des bourgmestres ou des responsables de ville, etc., c'était 14 heures pour ressortir vers 16h30. Le temps que l'argent revienne de la collecte de marché, etc. Et si on fait ces choses-là, si on nomme telle personne, est-ce qu'on veut vraiment le développement de la République? Vous croyez, même ceux qui disent non, viabilisons. Mais ça fait combien d'années nous sommes indépendants? On a viabilisé quoi? Nous sommes en train de descendre aux enfers. Tout ce que les Blancs, alors, les Belges ont laissé sont en train d'être détruits. Quelles ont été les capacités? Et c'est très grave, même au niveau des églises qui ont été héritées des biens de la solidarité internationale. C'est qu'il y a un problème au niveau de la gestion de la République. Un problème au niveau de nos capacités managériales. Et il faut donc qu'il y ait une vision de l'État qui consiste à dire, oui, nous avons failli. Voilà ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et là, il faut inventer des systèmes qui permettent à ce qu'on mette des personnes qui soient capables de booster, de déplacer les montagnes, avec une grande capacité d'inspiration, grande capacité d'initiative, grande capacité d'innovation. Ça, on en a besoin. Et ce n'est pas le diplôme qui peut faire ça. Ce sont les engagements. Et lorsqu'on est dans un groupe politique, lorsqu'on est ensemble, on peut identifier telle ou telle personne est capable de faire ça. Et ça, c'est la volonté gouvernementale. À différents niveaux d'atterrissage. Au niveau central, au niveau provincial et au niveau local. Et ça, c'est un défi pour tout le pays et un défi pour l'Afrique subsaharienne qui, aujourd'hui, se trouve dans une pauvreté absolue. Donc, d'après vous, M. Mbamba, la décentralisation devrait être accélérée aussi rapidement que possible pour pouvoir donc accélérer également le développement économique et même des milieux ruraux. Et si jusqu'à aujourd'hui, cette réforme est en train d'être retardée au point même que cette magistrature se termine sans que ça soit concrétisé, vous pensez que malgré toutes les raisons évoquées par le dirigeant,
il y a tout simplement un problème de volonté politique où vous pouvez quand même accepter qu'il faudrait quand même attendre un certain nombre de préalables, notamment des différentes lois, ainsi qu'un budget conséquent qui puisse permettre à pouvoir réaliser cela. Vous savez, mon cher, il y a un problème. Vous savez que lorsqu'on n'arrive pas dans notre pays à dire clairement les choses, on n'avancera rien. On n'avancera rien. Il faudrait que cela soit positivé par les autorités pour ne pas percevoir cela comme étant une offense ou un crime de lèse-majesté, etc. La décentralisation a été reconnue déjà dans les années 90, etc. Je ne reviens pas sur l'histoire avec Laurent Kabila en 1998, mais déjà en mai 2003, après l'accord de Sun City, qui du reste avait prévu la décentralisation, ça a été intégré, n'est-ce pas, au niveau de cet accord. On attendait des réformes à partir de 2003 et ça tardait à venir. Et encore que, à partir de 2003, avec le gouvernement de l'Union nationale qu'on a même mis en place, ce gouvernement aurait pu booster, disponibiliser des lois. Mais ils sont restés pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Ils ont produit combien de lois? 0. Cher ami, 0. Même la Constitution, s'il vous plaît. La Constitution de la République aujourd'hui est née le 18 février 2006, au moment où on terminait le mandat des différents acteurs de la transition. Et les lois basiques, la loi 012, c'est à 2008. La loi 015, la loi 016, où l'on organise les antidotes avec les rapports avec les provinces et les gouvernements centrales, etc. Où l'on détermine les principes fondamentaux relatifs à la libre administration. La délimitation à l'intérieur des provinces, la loi 011 ou 012 sur ma bise. La loi sur les finances publiques, c'est à quelle année? C'est en 2011. La nomenclature des taxes, c'est aujourd'hui, en 2013. Tout cela a beaucoup retardé les choses, mon frère. 10 ans diront, au lieu de booster les réformes. Mais quand vous allez, par exemple, quand vous allez, mais oui, mais le Parlement ne fait pas seulement, n'a pas seulement, lui, le monopole d'initiative de loi. Je vous ai dit qu'on a approuvé au niveau du Conseil des ministres la loi sur les statuts des faits coutumiers. Ça, c'est le gouvernement de la République, au travers du ministère de tutelle, qui introduit et qui approuve et qui transmet au Parlement. Et donc, le Parlement a produit beaucoup de lois. J'en ai entendu quelqu'un dire que nous avons produit 180 lois. J'avais entendu, ça c'est le régime caméré, ça c'est évident. Ça, vous imaginez? Et avec le régime Bochard, plus d'une centaine. Mais on ne produit pas de lois qui visiblement organisent la République. Ça aussi, c'est un déficit au niveau de la volonté politique. Mais bon, est-ce qu'il faut confier la responsabilité de la restructuration géographique, de l'organisation de la République seulement, aux bailleurs de fonds, aux partenaires au développement? Parce que l'impression que nous avons pour l'instant, c'est comme si la décentralisation est l'affaire des bailleurs de fonds. Je salue le gouvernement de la République, qui a également soutenu la campagne nationale. Encore que cela ne soit pas une action ponctuelle, il faut que ça continue dans une perspective long-termiste, pour que véritablement on puisse booster la République. On a besoin de grandes décisions autour de ces questions. Le gouvernement de la République aujourd'hui, il y a beaucoup d'intervenants. On dit non, il n'y a pas de viabilisation, mais il fallait aller à Bandoulourou. Vous allez voir la coopération technique belge, comment il a fait. Il a construit, n'est-ce pas, au niveau des communes. Ça prend combien de temps, même dans la ville de Kinshasa? Les communes comme Massina, les communes comme Kimbanzele, ce sont des communes qui ont été... Et ça coûtait combien? Et si le gouvernement de la République qui voudrait changer la robe de l'État pour lui donner la tribu qu'il faut, et puis de pouvoir déterminer un budget, on peut véritablement, ne serait-ce qu'améliorer nos communes. Pourquoi au niveau de la commune, il y a des machines et des 1125 machines à écrire, et plutôt un ordinateur, il y a même des ordinateurs d'occasion en Europe. Ça vous fait dans les 20 €, s'il vous plaît. 50 €. On peut avoir des ordinateurs dans le Bas-Congo. J'ai vu des ordinateurs d'occasion à 120 $. Voilà, nous tendons vers la fin de l'émission. Monsieur Mbamba, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je voudrais quand même, parce que l'actualité du pays oblige, d'ici là, les consultations nationales vont avoir lieu, Monsieur Mbamba.
Est-ce que, parce que la question de la décentralisation fait partie aussi des thématiques qui seront abordées dans ces assises nationales, qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que spécialiste du développement durable, vous êtes également acteur de la société civile, qu'est-ce que la société civile pouvait apporter comme message dans ces assises nationales? Bon, vous savez, je n'aime pas trop de formalités d'usage. La société civile a été à la base de la réclamation des consultations, ou j'allais dire du dialogue national ou des concertations nationales, etc. Les concertations devenaient véritablement une occasion pour dédramatiser l'atmosphère des relations politiques. Une occasion pour penser les plans qui ont eu lieu en 2011 lors des élections présidentielles et législatives. Tout le monde avait reconnu en son temps que les choses ne sont pas bien déroulées et que cela a provoqué des frustrations et des stress des uns des autres. Et cela a provoqué une sorte de manque de cohésion nationale, où on a retrouvé des opinions fort intéressantes qui véritablement, caractérisent la vie politique dans notre pays. Il y a l'opinion de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, pilotée par le président Kabila, et il y a aussi l'opinion qui est pilotée par l'UDPS au travers de la personne de M. Tshisekedi. Et ces deux opinions, lorsqu'elles ne s'en mettent pas ensemble pour discuter, pour décrisper la situation, eh bien, le pays ne va pas avancer. Je vous dis la vérité. On peut tout faire parce que le développement de la République ne se réalise que lorsqu'il y a mobilisation des uns des autres. Les initiatives publiques, dans une sorte de partenariat privé-public, public-privé, stratégique. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Et le président a fait ce diagnostic. Et moi, je croyais qu'on y arriverait lorsqu'on met en place une passerelle qui consiste à écouter les uns les autres pour réduire les tensions, dégonfler les frustrations et se dire, voilà comment nous organisons l'avenir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je me suis beaucoup. La concession civile, arrêtez. Vous avez appris en technologie ou en CO. L'eau prend la couleur de vase qui la contient. La société civile évolue dans un environnement. Et cet environnement est pollué. La société civile se met dans la danse. Aujourd'hui, les questions qui ont provoqué le manque de cohésion nationale, qui a été véritablement une réalité qui a été scannée par le président de la République, y compris la population dans son ensemble. Cette réalité est mise de côté. On est en train de travailler pour avoir une configuration en prévision de la mise en place de gouvernement national. Merci beaucoup. En prévision de la formation du gouvernement national. Tout le monde veut être PDG, tout le monde veut être membre. On va créer, je ne sais pas quelle assemblée. J'étais en train d'entendre comment les gens expliquaient comment ces participants feront partie des assemblées, feront partie des PDG, feront partie du gouvernement, etc. Ça démobilise. Même l'opinion aujourd'hui, tout le monde est mécontent. Il dit, mais ah bon? Donc, on a fait cette concertation-là, c'est pour partager le pouvoir. Mais l'idée qui est cachée, c'est quoi? L'idée qui est cachée, c'est que, je m'excuse beaucoup, hier, on a fait des réflexions. Je salue le professeur Bouchab qui a bien réfléchi sur un document qui porte sur le changement, je ne sais pas, de l'article 220. Mais bon, c'est peut-être aussi l'occasion maintenant, cette fois-là, ça paraît ici, l'occasion aujourd'hui, avec les concertations d'une classe politique affamée qui voudrait véritablement faire une sorte de récomposition politique, de pouvoir naturellement modifier la constitution au regard de la nouvelle configuration. C'est qu'il véritablement va nous amener dans une situation où en 2016, tout le monde aura droit à pouvoir participer aux élections. C'est la conséquence logique. Et nous nous disons qu'il faut domestiquer le respect des échéances, le respect des mandats. Ça va nous aider naturellement à grandir dans notre façon de voir les choses. Et c'est le Congo qui a commencé la perfection d'une démocratie, va véritablement être rôlé d'un prestige. C'est ce qui va véritablement faire l'esthétique et la démocratie. Nous sommes vers la fin. Je veux qu'en conclusion, vous puissiez me dire, alors plutôt nous dire aussi, qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à cette réforme de la décentralisation, ce qu'on pouvait faire pour pouvoir ne pas préjudicier à la fois le développement économique en général et le développement des milieux ruraux en particulier, mais aussi ne pas aussi préjudicier l'unité nationale du Congo. Ok, bon, la décentralisation, c'est un mot de gestion. Ça n'a rien à faire avec la sécession, ça n'a rien à faire avec la balkanisation. Un mot de gestion qui a été expérimenté dans beaucoup de sites. Un pays comme la France, je vous l'ai dit, c'est 38 000 communes. 38 000. J'ai vu des communes de 70 personnes.
Et donc, on a besoin que les citoyens soient associés à la gestion, non seulement en termes de contribution, mais aussi en termes de contrôle, pour que la gestion soit bien faite à leur niveau. Qui ignore qu'au Congo aujourd'hui, 95% des recettes de l'État sont volatilisées entre les poches des personnes? Qui ignore? Un panel disant que lorsqu'on met en place des dispositifs pour arrêter ne serait-ce que 30%. Et vous croyez que la décentralisation va résoudre ce problème? Mais la décentralisation, c'est aussi la mise en place d'un système de surveillance mutuelle où on se contrôle les uns les autres, où on peut véritablement booster la performance de la gestion. C'est cela. Et donc, on a besoin naturellement du gouvernement de la République, surtout le gouvernement ici. Encore que moi, je ne suis pas d'accord avec la mise en place d'un gouvernement, qu'on laisse Matata faire. Au moins, lui, il y a une méthode qu'il continue jusqu'à la fin du mandat. Si on les change pour les remplacer par qui? Encore que certains qui se font aujourd'hui candidats, etc., ont eu l'occasion de gérer, ils ont amené notre pays où c'était la catastrophe. Non, mais écoutez, il faut qu'on arrête ça. Sortons du logiciel de folklore. Il ne faut pas que certaines personnes, à cause de leur implication dans les sociétés secrètes, pensent qu'ils sont capables véritablement de représenter Dieu sur la terre. Encore que moi aussi c'est Dieu, mais je regrette. Parce que faire intelligence a eu des limites. On n'a pas vu des choses merveilleuses pour booster le développement de la République. On n'a pas vu comment on déplace les montagnes dans ce pays. Alors maintenant, on va se révéler de quel prestige, avoir fait quoi? Je salue Matata qui est en train de bosser avec une méthode. Pour la première fois, on va construire un bâtiment. Non, c'est comme si j'étais en train de faire la publicité. Mais c'est que mon souci, c'est qu'on arrête cette histoire de concertation au travers la formation du gouvernement, qu'on organise l'avenir, et que pour que les échéances de 2016 se fassent avec plus de performance, plus d'efficacité, de rentabilité, pour réduire les tensions, de manière que demain, ce qui arrive au pouvoir a véritablement la légitimité, est capable de relever le défi qui est celui de lutter contre la pauvreté. C'est cela le message qui devrait être celui de la société civile lors de ces assises, M. Mbamba. Bien entendu, mais une société civile qui commence à se diviser parce que vouloir faire comme de politique. Mais je vous dis que ce que je dis, c'est la vraie société civile. Non seulement comme société civile, mais aussi comme doctrinaire, et les collègues le savent, mais moi je ne suis pas très proche des choses de tintamarre, etc., simplement pour un positionnement quelconque. Bon, j'estime qu'ils vont changer. Hein. On ne sait pas la dynamique de la scène, peut-être qu'ils vont revenir à la raison, encore que, bon, je ne suis pas très content avec les états généraux de ceci ou cela. C'est diluer les vrais problèmes qui se posent, et on n'aura pas trouvé de solution, même si on aura un gouvernement d'union des personnes qui adhéreront à la... Je rappelle que vous êtes expert consultant en développement durable. Vous êtes également acteur de la société civile. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission de ce soir. Je vous dis sincèrement merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie dans cette émission. Merci à tous les partenaires de Nouvelles Économiques. Je vous dis merci de tous vos apports à cette émission. Je vous fixe rendez-vous donc le dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente suite de programmes en compagnie d'Amen TV. Merci et à la prochaine.